Le 14 décembre 1995, les accords de Dayton mettaient fin au dernier des conflits nés de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, la guerre civile de Bosnie entre Serbes et musulmans. Ainsi se terminaient les plus violents affrontements militaires qu'ait connus l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce film raconte les péripéties et les tractations secrètes d'une paix organisée et pratiquement imposée par les États-Unis, une Pax Americana. « 25 juin 1995. Des milliers de musulmans sont enfermés dans l'enclave de Srebrenica. Ces ruines sont celles d'un village serbe. La guerre en Bosnie paraît dans une impasse totale. Les choses avaient atteint un tel paroxysme que plus personne n'était en mesure d'exercer un contrôle rationnel. Srebrenica, en plein cœur de la zone serbe de Bosnie orientale, vit maintenant depuis plus de 3 ans assiégée par les troupes bosno-serbes du général Mladic. Il veut à tout prix s'en emparer pour qu'il n'y ait plus de musulmans en territoire serbe. Mais les dizaines de milliers de réfugiés musulmans qui s'y trouvent n'ont nulle part où aller. Les gens qui sont ici ont suffisamment souffert. Ils veulent leur liberté. Ils veulent mener une existence normale. Le commandant Oric et ses officiers ont été appelés au QG. Il était clair que les Serbes préparaient leur attaque contre Srebrenica et il fallait donc leur donner des instructions. En fait d'instructions, il s'agit ni plus ni moins que d'évacuer le commandement militaire de la ville. Pour le gouvernement musulman de Sarajevo, Srebrenica n'est désormais plus la priorité. Notre gouvernement avait fait beaucoup de concessions politiques. Beaucoup de cessez-le-feu avaient été acceptés uniquement pour sauver Srebrenica. Srebrenica est donc condamné. À Sarajevo, le président Izetbegovic a compris que personne à l'ouest ne lèverait le petit doigt pour la sauver. Dès le mois de juin, l'avenir de Srebrenica apparaissait plutôt sombre. Nous pensions déjà que l'abandon d'au moins la plus petite des enclaves à l'est en échange de territoires en Bosnie centrale était une des choses envisageables. Début juillet 1995, les Serbes attaquent. Privée de son commandement militaire, la ville ne peut résister. Le 11 juillet, tout est fini. Notre dernier message radio a été « Le temps presse. Srebrenica est tombé, nous tentons de sortir. » Pour échapper aux soldats serbes, des milliers de musulmans s'enfuient dans la forêt. En quittant la ville, nous sommes tombés directement sur un champ de mines. Nous marchions en file indienne. Je mettais mes pieds dans les traces de celui qui me précédait. C'était la seule façon d'éviter les mines. Ils entreprennent ainsi une marche de 60 km dans une forêt qui fourmille de patrouilles serbes. Imaginez 15 000 personnes qui doivent marcher les unes derrière les autres. Les musulmans qui ne peuvent affronter ce parcours cherchent protection auprès de l'ONU.
Le 12 juillet 1995, ils sont 25 000 qui submergent la base des Nations Unies de Srebrenica. Mais la poignée de casques bleus qui sont là sont bousculés par l'armée bosno-serbe du général Mladic. Molim vas, budite veoma strpljivi. Svi koji žele da ostanu, mogu da ostanu. Svi koji žele da napuste ovu teritoriju također mogu. Obezbedili smo dovoljno. Au même moment, le chef des Serbes de Bosnie exécute lui aussi un numéro devant les caméras. Our army is very, very responsible. People, civilians, as well as UN personnel are completely safe and secure. Les Serbes mettent à disposition des bus pour les civils. Mais quand ceux-ci parviennent en territoire musulman, il n'en descend que des femmes et des enfants. Les hommes de Srebrenica ont disparu. Bilo je stvarno strašno dočekati tu noć. Kupe odozdo ljuda koji spavaju, odvode i tamo tišina je malo, zatim se čuje lovež psa, laju, zatim opet tišina, čuju se kasni meci, pobiju i vraćaju se na drugu stranu, uzimaju opet. La plupart n'ont eu aucune chance. Dans ce champ, 2000 hommes de Srebrenica ont été enterrés. Le massacre se poursuit durant des jours. Dans un village, nous sommes tombés sur 200 cadavres. Ils avaient été fusillés. Nous avons essayé de voir si nous en connaissions certains, mais c'était trop dur à supporter. Les musulmans fuyant à pied dans la forêt sont des proies faciles pour les Serbes. La vie que nous avons endurée à Srebrenica était déjà un enfer, mais ce que nous avons vécu durant ce voyage, c'était le 9e cercle de l'enfer. To je 9. krug pekla. Nous étions encerclés. Ils nous ont bombardés. Ils nous ont tiré dessus au bazooka. Alors les gens sont sortis pour se rendre. Les gens ont commencé à crier. Ils ont craqué. Ils ont commencé à retourner leurs armes les uns contre les autres. C'est à ce moment-là que les suicides ont commencé. J'ai vu 3 de mes amis se serrer l'un contre l'autre. L'un d'eux a dégoupillé une grenade et ils ont tous été tués. Deux ans plus tôt, un général français, le général Morillon, avait pris un engagement solennel vis-à-vis de la population de Srebrenica. Aujourd'hui, c'est Jacques Chirac, à peine élu président de la République, qui appelle l'ONU à sauver son honneur. J'ai proposé à nos principaux partenaires, à ceux qui sont les plus attachés à ces règles du droit international, du droit des gens à vivre, à être respectés, de réagir ensemble, de façon concertée, de façon forte et limitée, en clair, de reprendre l'enclave de Srebrenica. Personne ne pensait que les Français ou les autres forces des Nations Unies en Bosnie avaient les effectifs et l'équipement nécessaires, ainsi que le mandat pour exécuter ce qui aurait été un acte de guerre. Devant ce refus britannique,
qui rompt l'alliance sur laquelle se fonde la présence des Nations Unies en Bosnie, le président Chirac se tourne vers Washington. Le président a écouté Jacques Chirac avec beaucoup d'intérêt, s'est interrogé sur la faisabilité militaire de la chose et a suggéré une autre solution. Bill Clinton déclare au président français qu'il est prêt à utiliser la force, mais seulement si elle permet de déboucher sur un équilibre stable en Bosnie. Et il propose un plan basé sur des transferts de population qui, il y a peu, auraient fait hurler à la purification ethnique. Les enclaves musulmanes isolées près de la frontière serbe seront données aux Serbes. Mais en compensation, une grande portion de territoire serbe de Bosnie occidentale deviendront musulmanes. Ainsi, au lieu d'un tracé de frontières minutieux, négocié au plus près afin de laisser les populations là où elles étaient, on ferait tout pour créer un territoire aussi simplifié que possible. Le plan de Clinton fait le jeu de la Croatie, alliée de la Bosnie. Celle-ci a dû, au début de la guerre, abandonner un quart de son territoire aux rebelles serbes. Et depuis 4 ans, son président rêve de le reprendre. Nous voulions montrer notre force et montrer aux Serbes qu'ils devaient négocier. Encouragés par les États-Unis, les Croates se sont bâtis une armée puissante et n'attendent plus que le feu vert américain pour déclencher l'offensive. Ce genre d'attaque ne pouvait que générer un grand nombre de réfugiés et un problème humanitaire. Mais d'un autre côté, ça pouvait éventuellement simplifier les choses. Nous savions quelques jours avant l'opération qu'elle allait avoir lieu. Et je suis allé rencontrer le président Tudjman pour lui porter un message. Nous nous inquiétons d'indications selon lesquelles vous prépareriez une offensive dans les secteurs sud et nord. Nos services secrets n'étaient pas restés les bras croisés. Nous avons clairement dit à Tudjman que nous n'étions pas favorables à une action militaire. Ayant reçu ce message, j'y ai sérieusement réfléchi. Mais ça ne m'a pas arrêté. Je savais que nous pouvions gagner. Tudjman a compris que les Américains laissaient faire. 3 jours plus tard, le 4 août 1995, son armée commence à bombarder Knin, la capitale des rebelles serbes. Les Croates ont une supériorité écrasante en hommes et en armement. Ils progressent sans aucune entrave. Les soldats serbes ont déjà fui. À nouveau, une communauté séculaire se trouve déracinée. Cette fois, ce sont plus de 100 000 Serbes qui fuient la Croatie. Hier, ils soutenaient un régime bâti sur la purification ethnique. Aujourd'hui, ils en paient le prix. Il semble que la plupart des Serbes aient fait partie de leur milice. Les autres ont été trompés. On leur a fait croire que nous étions des oustachis fascistes. Alors ils ont fui. Et pour être bien sûr que les Serbes ne reviendront jamais, l'armée de Tudjman incendie leur village et assassine des centaines de vieillards qui s'accrochaient désespérément à leur demeure.
Je pensais que 70% des Serbes resteraient et qu'ils verraient par eux-mêmes que la Croatie respecte les droits civiques. Les Serbes n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Le président Tudjman a ce qu'il voulait, une Croatie ethniquement pure. Zastava ovdje znači dovršenje dijela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske. Les musulmans bosniaques ont épaulé leur allié croate dans cette attaque. Après 4 années de défaite, le président de la Bosnie savoure ainsi sa première grande victoire. Je fêtais mon anniversaire au moment où c'est arrivé. Nous nous sommes rencontrés avec le général Dudakovic. Sa victoire l'avait rendu populaire. Je lui ai dit, la Bosnie vous félicite, car nous avions conquis beaucoup de territoires. Dragi vojnici, pozdrav domovini! Les rues étaient pleines de foules joyeuses. Il flottait dans l'air une atmosphère de liberté. Mais la fête ne dure pas longtemps. Sept personnes ont été tuées. Les experts balistiques confirment que l'obus est venu d'un territoire serbe. 2800 millième. C'est l'occasion qu'attendaient les Américains. Enfin, les conditions étaient créées d'une véritable riposte militaire et non d'une sorte de bricolage. Une vraie campagne de bombardement, pas un coup d'épingle, pas une bombe ou deux, durant un jour ou deux, mais autant qu'il faudrait. Je dois dire que je m'en suis réjoui. Parce que ceux qui avaient tué tant de gens sans défense, qui s'en prenaient aux maternités, aux enfants en train de jouer, allaient enfin savoir ce que cela signifie d'être pris pour cible, d'être sans défense. Et ils le méritaient. Le bombardement frappe les Serbes de Bosnie, au propre et au figuré. Ce matin-là, ils ont été convoqués à une réunion secrète dans la capitale de Serbie. Nous savions que nous serions bombardés, quoi que nous fassions. Leurs bailleurs de fonds les attendent, le président de la Serbie, Milosevic, et le président du Monténégro, Bulatovic. Les Serbes de Bosnie avaient réellement peur. Ils se rendaient enfin compte qu'ils étaient allés trop loin. Ça pouvait signifier la fin de la République serbe de Bosnie. C'est Milosevic qui a lancé les Serbes de Bosnie dans la guerre. Mais aujourd'hui, ils sont devenus un obstacle à une paix nécessaire pour consolider ses victoires. Il doit absolument les faire plier. Nous savions que la Serbie ne nous soutiendrait pas éternellement, mais nous devions nous battre jusqu'au bout. Il était impératif de mettre un terme à la guerre le plus vite possible.
La manière de le faire importait peu. On aurait pu continuer à discuter éternellement des détails. Milosevic exige que les Serbes de Bosnie lui donnent plein pouvoir pour négocier la paix. Nous étions prêts à imposer un blocus total. Rien ne passerait, pas même l'aide humanitaire. Nous abandonnerions les chefs des Serbes de Bosnie. Nous devions, en tant que République serbe, de défendre nos intérêts. C'était très dur pour eux d'accepter nos conditions. Cela équivalait à un suicide politique. Un seul homme peut permettre à Karadzic de sauver la face. Nous avons appelé notre patriarche. Il était la conscience de la nation. Il pouvait être l'alibi justifiant qu'ils acceptent la proposition. Les divergences d'opinion sont inévitables, mais il ne faut jamais perdre de vue l'intérêt commun. Face à une telle pression, les chefs des Serbes de Bosnie capitulent. Announcement yesterday that he can now negotiate for the Bosnian Serbs something of a procedural breakthrough. In fact, nous savions que nous étions pour la première fois entrés dans une négociation sérieuse. Fort de ce premier succès, le secrétaire d'État américain adjoint Richard Holbrooke entame une navette entre les capitales en guerre. President Clinton has set us here today on a mission of peace in a moment of war. L'objectif est de persuader les présidents serbes, croates et bosniaques de participer à une conférence de paix. Aux Serbes, il offre la reconnaissance de leur mini-État en Bosnie, qu'ils ont baptisé Republika Srpska. Il y a une Bosnie et elle comprendrait deux parties. Tout le monde était d'accord là-dessus. La concession de Sarajevo était que l'une d'elles s'appellerait Republika Srpska. En échange, il promet aux musulmans que les troupes américaines feront respecter l'accord de paix. Et pour que personne n'en doute, les bombardements continuent avec la même intensité. Les avions de l'OTAN ont détruit les communications des Serbes de Bosnie. Ils ne peuvent même plus téléphoner. Le président Milosevic ne peut rester les bras croisés. Il rencontre Holbrooke à Belgrade. Milosevic nous a dit « Il faut arrêter les bombardements ». Il mettait en cause la virilité de Holbrooke en lui disant « C'est vous qui avez la charge de ce pays. Vous n'êtes pas capable de faire cesser ces bombardements ?» Holbrooke lui rétorque qu'il faut d'abord que cessent les bombardements serbes sur Sarajevo. Milosevic l'invite alors à en discuter avec les responsables. Milosevic et moi-même avons dit aux Américains qu'ils devaient parler directement à Karadzic et à Mladic. Holbrooke l'a regardé en disant « Eh bien, où sont-ils » Et il a répondu « Dans une villa à 200 mètres d'ici ». Milosevic tente ainsi de piéger Holbrooke, car jusqu'ici, les Américains ont toujours refusé de rencontrer Karadzic et Mladic, qui sont accusés de crimes de guerre. C'est l'une des rares fois dans toute cette négociation où j'ai vu Dick Holbrooke pris de court. President Milosevic has made some suggestions, and we're going to take a quick break to caucus among ourselves. Et les Américains décident de se renier. Ils acceptent de rencontrer les chefs des Serbes de Bosnie. Nous avons alors dit à Milosevic, une minute. D'abord, on fixe les règles du jeu. Primo, pas de dissertation historique, pas de salade. Quand les responsables bosno-serbes arrivent, les Américains exigent d'eux qu'ils retirent leur armement lourd des hauteurs de Sarajevo. Nous ne pouvions accepter cet ultimatum. Cela équivalait pour nous à la perte de Sarajevo. 150 000 Serbes auraient été massacrés par l'armée musulmane.
Impossible, nous étions en guerre. Ces armes protégeaient notre peuple. Mladic était de plus en plus furieux et pour finir, il s'est lancé dans un de ses longs plaidoyers à propos du peuple serbe, de la nation serbe. La nation serbe les dérange. C'est une catastrophe que la plus grande puissance du monde veuille ainsi repeindre le monde aux couleurs qui lui conviennent. Mais on ne le fera pas sur le dos de la petite nation serbe. À son tour, Holbrooke pousse Milosevic dans ses retranchements. J'ai dit, Monsieur le Président, vous nous avez dit que nous étions ici pour être sérieux. Si ça n'est pas le cas, nous partons. Et les Américains s'en vont. Milosevic rappelle alors à Mladic que sans son soutien, l'OTAN détruira son armée. Je respectais le général Mladic en tant qu'officier et en tant qu'homme. Mais après 3 années de guerre, il avait perdu le contact avec la réalité. On rappelle les Américains. Et quand nous avons obtenu la garantie que les musulmans aussi retireraient leur armement lourd, nous avons accepté. Les Serbes retirent donc les canons qui ont martyrisé la capitale bosniaque. Et le 14 septembre, les Américains suspendent leurs frappes aériennes. Pour que puisse se tenir la conférence de paix, il ne manque plus aux Américains qu'un cessez-le-feu dans le reste de la Bosnie. En prévision de celui-ci, les musulmans et leurs alliés croates vont s'efforcer de s'emparer au plus vite du maximum de territoire. À ce moment-là, les Serbes contrôlaient encore largement plus de la moitié de la Bosnie. Et le président Izetbegovic et moi-même avons naturellement pensé que nous avions là l'occasion de prendre notre revanche. En Bosnie occidentale, l'artillerie croate et l'infanterie bosniaque laminent les défenses serbes. Et les armées conquérantes jettent sur les routes une nouvelle vague de réfugiés vers la Serbie et le Monténégro. Nous avons dit aux Américains que cet énorme exode risquait de bouleverser la donne politique. Nous risquions de ne plus être maîtres des choses. Nous serions forcés d'intervenir directement. Holbrooke prend la mise en garde très au sérieux. Mais maintenant que les musulmans tiennent leurs morceaux, il va être très difficile de les arrêter. Pour appuyer sa démarche, il organise une manifestation publique d'amitié envers la Bosnie à l'occasion de la prestation de serment d'un nouvel ambassadeur. And I will faithfully and well discharge the duties of the office on which I am about to enter. I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations. Après la prestation de serment, j'ai demandé si le général Don Kerrick et moi-même pouvions rencontrer le président Izetbegovic seul. Les négociations étaient arrivées à un point où, si nous n'avions pas de cessez-le-feu, l'occasion risquait de ne pas se représenter avant un certain temps. Pour convaincre le président bosniaque d'arrêter son armée, le général américain lui brosse un tableau particulièrement sombre. Nous avions peur que les Serbes ne renforcent les zones à Sarajevo et ailleurs, d'où avaient été retirés les armements lourds. J'ai dit, Monsieur le Président, ils pourront alors percer vos lignes, car elles sont trop minces. Notre offensive se déroulait très bien. Et nos généraux considéraient que nous devions continuer. J'ai ajouté, vous jouez au dé le sort de votre pays. Le président bosniaque retourne dans son bureau pour consulter ses généraux. Les Américains seraient-ils en train de le tromper? J'ai dit que nous avions les forces nécessaires pour aller de l'avant et que nous devions refuser le cessez-le-feu.
Nous avions les hommes et les armes nécessaires pour atteindre nos objectifs. Mais le président Izetbegović ne peut plus compter sur ses alliés croates. Une semaine plus tôt, les Américains ont demandé à ceux-ci de cesser leur offensive. Tudjman s'est fait un plaisir d'obtempérer, car il ne voulait en aucun cas renforcer la position des musulmans. Il n'y a pas de Croates dans cette partie de la Bosnie. Alors pourquoi risquer des pertes? Nous savions ce que cela signifiait, que nous allions devoir nous battre seuls. Nous aurions le monde entier contre nous. Dans un tel combat, la Bosnie n'avait aucune chance. Izetbegović renonce donc, mais prévient les Américains. Il va lui falloir vendre le cessez-le-feu à ses concitoyens. Il m'a dit d'accord, mais nous voulons que l'eau, le gaz et l'électricité soient rétablis. La vérité est que nous voulions surtout gagner du temps. J'ai accepté le cessez-le-feu au bout de 5 jours, car d'abord, il fallait régler le problème de Sarajevo. Le plus long siège depuis la Deuxième Guerre mondiale est terminé. I'm pleased to announce that the parties in Bosnia have agreed to a ceasefire to terminate all hostile military activities. L'équipe du président Clinton n'a désormais plus qu'une idée en tête: transformer le fragile cessez-le-feu en traité de paix. La diplomatie américaine va peser de tout son poids et choisit un lieu idéal pour cela. Welcome to Wright-Patterson Air Force Base, one of the largest and most diverse United States Air Force installations. Avec sa future réélection en point de mire, Bill Clinton se dit que coincé sur une base militaire, les 3 présidents des Balkans devront de gré ou de force se mettre d'accord. Il donne 17 jours à ses collaborateurs pour les y contraindre. Are you optimistic about the talks? I am. If I'm not, I wouldn't be here. Thank you. Thank you. Pour obtenir cette paix, les Américains comptent sur un homme qu'ils traitaient hier encore de criminel de guerre. How confident are you the talks will succeed, sir? Come over here. How confident are you the talks will succeed? Well, I'm optimist. I believe the talks will succeed. We attach the great importance to peace initiative of the United States. On behalf of President Clinton, I welcome you to the start of these historic peace talks. If we fail, the war will resume, and future generations will surely hold us accountable. Et puis je suis allé vers l'autre extrémité de la table, là où on les avait soigneusement installés, et je les ai en quelque sorte poussés les uns vers les autres et pressés de se serrer la main, ce qu'ils ont fait. Izetbegović sait que ces discussions vont entériner la division de son pays. Il a déjà accepté de partager la moitié de la Bosnie avec son dangereux allié croate, l'autre moitié devant aller aux Serbes. Au début, on nous a remis des cartes tout à fait inacceptables. J'ai alors dit qu'ils n'avaient pas dû faire tout à fait attention à toutes nos victoires. Dès le départ, Izetbegović a demandé à Silačić, son Premier ministre, de mener la négociation. We cannot survive the 17,000 children dead in Bosnia. But we can get some justice here, and that justice means a fully functional Bosnian state. Integrity, sovereignty, justice, democracy. Thank you. Okay. On bâtit donc un nouvel État bosniaque. On dépouille le gouvernement central de pouvoir pour les transférer à la Fédération croato-musulmane et à la République serbe de Bosnie. Officiellement, personne ne veut que ces lignes de cessez-le-feu constituent les frontières définitives. Mais à chaque fois que quelqu'un veut y toucher, c'est le blocage. J'avais depuis le départ cet impératif de 17 jours pour aboutir. Or, nous étions maintenant au 16e et nous en étions au même point qu'au 11e. Il faisait un froid de canard, mais cela ne m'a pas empêché de proposer à Milosevic « Allons faire un tour ». Nous sommes donc partis avec Chris Hill, suivi par la sécurité, jusqu'au grillage que nous avons longé. Nous sommes arrivés au club des officiers vers midi. L'adjoint d'Holbrooke invite alors le Premier ministre bosniaque au club des officiers. On arriverait peut-être à les faire se rencontrer et au moins se parler, en être humain.
Je suis allé vers Siladzic et je lui ai dit que Milosevic voulait parler de Goražde. Et il voulait venir à ma table. Il a dit non. Le fait qu'il vienne à ma table lui aurait donné d'une certaine manière un avantage psychologique. Il faisait un geste, une concession. Alors j'ai dit non. C'est moi qui irai à sa table. On a nos coutumes dans les Balkans. Ils ont commencé à discuter en serbo-croate. Et Milosevic disait « Mais Haris, qu'est-ce que vous voulez ?» Ce qu'il demande, c'est la sécurité pour Goražde, la dernière enclave musulmane en Bosnie orientale. Elle ne pouvait pas rester en enclave là-bas. Il fallait une continuité territoriale avec le reste de la Bosnie. On ne peut régler la crise de Bosnie autrement que par des moyens politiques. Il n'y a pas de solution militaire. Et il a dit, ça suffit comme ça. Je la rattacherai. Vous aurez une route sous contrôle international entre Goražde et le territoire. Il est entendu que c'est l'OTAN qui construira cette route entre Goražde et Sarajevo. Il ne reste plus à Milosevic qu'à négocier avec les Américains cette fois combien de mètres carrés de terre serbe il cédera pour implanter cette route. Cette nuit-là, donc, j'ai amené Milosevic dans notre petite salle des cartes où nous avions nos espèces de jeux vidéo high-tech pour faire des bombardements de précision. Nous avions un relevé de tout le pays et avec le joystick, on pouvait survoler n'importe quelle portion du pays, s'arrêter, regarder en bas, sur le côté, monter, descendre. Holbrooke a regardé l'écran et il a dit « Mais il n'y a que des montagnes, pas de maisons, pas de villages. » Nous avons dit « C'est ça la Bosnie » et il a levé les yeux au ciel. Il leur faut trouver un corridor à travers les montagnes qui soit suffisamment large pour pouvoir être protégé. Et nous avons commencé à faire survoler à Milosevic tout un trajet à travers les montagnes entre Goražde et Sarajevo, susceptible d'être aménagé. Nous avons fait ça jusqu'à 2 heures du matin, à grand renfort d'alcool. Et finalement, Milosevic m'a tendu la main en disant « ça ira ». Et il a porté un toast. Richard, Charles, Albert, Holbrooke, nous avons trouvé une route. Les Américains sont résolus à tout boucler pour le Thanksgiving, à peine une semaine plus tard. Mais les musulmans ne sont d'humeur à aucun compromis. Les Américains semblaient croire qu'il suffirait de quelques réunions, comme s'il s'était agi d'une petite querelle personnelle. En réalité, il y avait entre nous des montagnes de cadavres. Il faut donc arracher l'accord des Bosniaques. Pour les convaincre, on avait préparé 2 grands tableaux qui dressaient la liste de tout ce qu'ils obtenaient. D'abord, plus de territoire. Il avait été promis à la Fédération croato-musulmane 51% de la Bosnie contre 49% aux Serbes. Mais le tableau de Warren Christopher montrait qu'avec le couloir de Goražde, ils étaient bien au-delà des 51%. Nous l'avons montré à Izetbegovic pour le pousser à accepter le marché. Ne laissez pas passer cette occasion. En haut de l'un des tableaux, il y avait en gros caractères « La Fédération obtient 58% du territoire ». Et en partant, il a laissé le tableau dans la chambre du président Izetbegovic, entre le divan et la table de nuit. La seule chose qu'on voyait quand on était assis dans la chambre, c'était que la Fédération avait 58%. Et puis Milosevic est venu rendre visite à Izetbegovic. Et il a vu ça. Milosevic, lui, ne trouve pas ça drôle du tout. Il se rend immédiatement chez la délégation américaine.
Il a fait éruption en disant « Je ne savais pas que j'abandonnais autant de territoire ». J'ai dit « Vous m'envoyez navré ». Et il a répondu « C'est 51-49 et rien d'autre ». Holbrooke n'a pas le choix. Il donne aux deux parties jusqu'à minuit le lendemain pour parvenir à un accord sur une carte à 51-49. Mais les musulmans refusent d'abandonner ne fût-ce qu'1 cm² de terre tant que leur principale revendication n'aura pas été satisfaite. Depuis le début, leur délégation n'a cessé de marteler que les Serbes devaient quitter tous les quartiers de Sarajevo qu'ils contrôlent. Et cela ennuyait beaucoup la délégation serbe, car elle espérait diviser Sarajevo entre ce qu'ils appelaient une Sarajevo serbe et le reste de la ville. Les principaux dirigeants bosno-serbes accusés de crimes de guerre ont été interdits de négociation, mais un de leurs représentants est autorisé à plaider leur cause. Nous voulions seulement pouvoir contrôler les municipalités des zones serbes et notre police. C'était évidemment impraticable et nous ne pouvions être d'accord. Krajišnik est allé vers les cartes, a tapé du poing dessus en disant « C'est là que je vis », en pointant le doigt sur une ferme qu'il possède à Ilica. Et jamais je n'y renoncerai. Et 6 heures plus tard, ils avaient pratiquement relancé la guerre. Milosevic dit alors à Holbrooke qu'il se charge de régler ça. Et il fait aux négociateurs musulmans une offre stupéfiante. Il a dit « Vous méritez Sarajevo parce que vous vous êtes battu pour elle. Et ces lâches vous ont tué depuis les collines. » Il parlait des Serbes bosniaques. Milosevic lui a dit ça comme ça, j'étais sidéré. Mais il devient vite évident que le président serbe attend quelque chose en échange. Siladzic m'a dit que Milosevic exigeait la ville de Brčko. Brčko est littéralement à la charnière des deux parties de la République serbe. Elle permet aux musulmans, le cas échéant, d'empêcher toute nouvelle agression serbe. Le président Izetbegovic enjoint à son Premier ministre de se montrer très ferme là-dessus. J'ai dit à Siladzic, notre peuple attend de nous que nous lui assurions la paix. Mais il sera rayé de la carte si le prix en est Brčko. Le Premier ministre bosniaque revient donc avec une contre-proposition d'Izetbegovic sur Brčko. Le président Milosevic a refusé en disant « Il faut régler ça maintenant. Il me faut un corridor de 15 à 20 km. » Milosevic obtient satisfaction. Mais tout n'est pas réglé pour autant. Il reste à Siladzic à trouver un moyen de ramener la part croato-musulmane à 51%. Au petit matin, il lui vient une idée. Il propose de restituer une immense portion de territoire que les forces croato-musulmanes viennent de prendre aux Serbes à la veille de la conférence. Là-dessus, ils se sont serrés la main en disant « Nous tenons notre accord ». Nous avons apporté une bouteille de vin que le secrétaire d'État avait amenée et il a dit « Fêtons ça ». Là où toutes les tentatives précédentes avaient échoué, les Américains viennent de réussir. Ils ont mis un terme à la guerre en Bosnie. Mais dans leur excitation, ils ont oublié la délégation croate. Warren Christopher nous a dit qu'il nous rencontrerait après sa réunion avec Milosevic. Il n'était toujours pas arrivé à 2 heures du matin. À 2h30, nous sommes allés nous coucher. J'ai eu le sentiment qu'il y avait un vrai problème. Je me suis penché vers Chris Hill et lui ai dit « Il vaudrait mieux aller chercher Tudjman. » J'ai répondu « Mais dis qu'il est 4h15 du matin. Et si j'allais chercher Granic ?» Il m'a dit que le secrétaire d'État voulait me parler de toute urgence. Granic est arrivé vers 4h15, 4h20, impeccablement habillé. Je l'ai vu regarder vers le côté car il voyait quelque chose qui ressemblait à une carte. Ils m'ont offert du champagne. J'ai dit que je préférais de l'eau, jusqu'au moment où j'ai vu la carte. Nous avons présenté la carte et Mate Granic, ce médecin affable, s'est soudain transformé en un véritable rhinocéros. Car la carte traversait des territoires que les forces croates, pour l'essentiel, avaient pris aux Serbes en Bosnie occidentale. C'était une proposition totalement inacceptable.
Il a bondi, frappé la carte de ses mains en disant « Impossible. Il y a 0,0 chance que mon président accepte cela. » Mon refus a été catégorique. Il y a 0,0 chance que mon président entérine cette carte. Elle est pour nous absolument inacceptable. Il s'est tourné vers Siladzic et il l'a fusillé du regard. Vous venez de brader le territoire que nous avons conquis. N'oubliez pas que cela faisait 20 jours que nous négocions. Nous étions épuisés, on n'avait pas beaucoup dormi. En 37 minutes, l'accord s'est effondré. Il ne reste plus au président Clinton qu'à tenter de sauver la conférence. Il téléphone au président croate et lui demande d'abandonner une partie des territoires qu'il a refusé de céder la nuit précédente. J'ai dit au président Clinton, « Cher président, je l'ai déjà fait. » J'avais déjà décidé de ne pas laisser quelques kilomètres de rocailles mettre en danger la paix. Mais, a-t-il ajouté, je ne le ferai que si les Bosniaques renoncent également à une partie des terres qu'ils revendiquent. À 22h30, Warren Christopher est venu me trouver. Il n'a pas voulu s'asseoir. Il m'a dit « Je veux votre réponse définitive dans l'heure. » J'ai un peu perdu mon sang-froid avec lui. On m'a dit que j'avais crié, c'est sans doute un peu exagéré, mais je parle si doucement d'habitude que quand j'élève le ton, ça s'entend. Notre réponse a été « Nous renonçons au pourcentage, mais nous n'abandonnerons pas Brčko. » Et il exige que Brčko, cédé aux Serbes la nuit précédente, fasse l'objet d'un arbitrage. Je lui ai dit qu'on avait atteint la limite et que je ne négocierais rien d'autre pour lui. The United States has already told the Balkan delegations the talks will end in a few hours without a Bosnia peace agreement. Milosevic et Tudjman tiennent alors une réunion à deux. Depuis le début de la crise en Yougoslavie, c'est eux qui ont décidé du sort de la Bosnie. Et Milosevic suggère qu'il signe à deux, sans Izetbegovic. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire ça. Au lieu de cela, le président Tudjman a suggéré que Milosevic accepte la demande d'arbitrage des Bosniaques pour Brčko. Milosevic a réagi en faisant « oui, peut-être ». Holbrooke et son équipe sont lancés dans une épuisante et amère autopsie de la conférence lorsque Milosevic fait éruption. Il a dit « D'accord, ma dernière offre, la meilleure que je vous ferai jamais. J'accepte que Brčko soit soumis à un arbitrage international qui statuera dans l'année. » Sigurno da se sve koncesije koje su učinjene ne mogu uporediti sa ostvarenjem rezultata, to je mir. Cette fois, avant de fêter l'événement, on consulte soigneusement toutes les parties. J'ai reçu Warren Christopher. Il m'a demandé « Signerez-vous s'ils acceptent un arbitrage pour Brčko ?» Il faut trancher maintenant. Il y a eu un long silence. J'ai dit « oui ». Et ils ont dit « alors c'est parfait ». J'ai dit à Warren Christopher, partons vite. Dick Holbrooke avait l'air de quelqu'un qui aurait été devant une chambre à gaz et qu'on viendrait à peine de tirer en arrière. J'espère qu'il regarde. I wonder if we could ask the three presidents to stand up and for us to join them standing and express our appreciation for what they've done in Dayton and our hopes for the future. En janvier 1997, 14 mois après, la paix de Dayton tient toujours. Mais l'esprit des accords, l'objectif d'une Bosnie multiethnique, paraît plus éloigné que jamais. Le pays est partagé par des frontières étanches, et les élections du 14 septembre 1996 ont été largement remportées par les partis nationalistes. Pourtant, la situation a quelque peu évolué. Le général Mladic, chef de l'armée des Serbes de Bosnie, a été limogé le 9 novembre 1996
et après 20 jours de résistance a dû s'incliner. Radovan Karadzic, le chef des Serbes de Bosnie, a été lui aussi contraint de s'effacer. Mais ni l'un ni l'autre, pourtant poursuivis pour crimes de guerre, n'ont été inquiétés. Le régime du président Tudjman en Croatie est fortement contesté. Quant à celui de Milosevic à Belgrade, après des semaines de manifestations quotidiennes de l'opposition, il paraît fortement ébranlé.